Un son, un souffle, un photon. Rien ne nous échappe. Les sens sont en perpétuel éveil. Ils ont une capacité incroyable, récoltant un flux infiniment grand de données. Ils scannent l'environnement en permanence. Mais nous ne sommes pas au maximum de nos capacités. Nos sens sont même assez limités, basiques, ordinaires. Nous les contrôlons à peine. Pourtant, leurs pouvoirs sont presque à notre portée. La science ouvre aujourd'hui un nouveau monde de capacités sensorielles. Développer nos sens au-delà de ce que nous a fait entrevoir la science-fiction. Accroître la perception. Multiplier les capacités. Rendre supportable ce qui ne l'est pas. Retrouver des sens perdus. Ça n'arrivera plus jamais. L'homme dispose d'un sens super puissant. La vision est en effet un chef-d'œuvre de la nature, une combinaison subtile entre matériel et logiciel de haute précision. L'œil, d'une pureté cristalline, et le cerveau, dont la capacité de calcul fascine encore et toujours. Une merveille de l'évolution. Nos yeux sont plutôt efficaces. Ils sont même remarquables à bien des égards. Ils peuvent reconnaître les objets, restituer les détails subtils de l'image, distinguer et différencier les couleurs, détecter les mouvements et le contraste. Ils ont la capacité de détecter de petites différences de luminosité. Tout ça est assez génial. Mais cela ne suffit pas. Car il est possible de faire plus. La vision peut être affinée, entraînée et améliorée. À Montréal, le rêve d'un sens surhumain est en passe de devenir une réalité. Dans la catégorie poids lourd, le Colombien Oscar Kaboom Rivas est une star montante de la boxe. Passé professionnel en 2009, il est jusqu'ici invaincu sur le ring. Ce n'est pas seulement sa puissance qui fait de lui un adversaire invincible. Son succès vient aussi de son acuité visuelle et de la rapidité de ses réflexes. La vision périphérique est extrêmement importante en boxe, parce qu'on reçoit des coups de tous les côtés et qu'il faut constamment rester sur ses gardes. Il faut rester concentré sur chaque mouvement de son adversaire pour anticiper un coup et savoir d'où il va venir. Les poids lourds sont généralement plus lents que les boxeurs plus légers. Mais Oscar, lui, se distingue par sa formidable vitesse. Depuis que j'ai commencé à boxer, j'ai fait la différence par mon agilité. Et je pense que c'est pour ça que j'ai gagné tant de matchs. Ma masse musculaire est importante, mais elle ne m'empêche pas d'être très rapide, et c'est l'un de mes atouts principaux. Et Oscar veut être encore plus rapide. Il s'entraîne avec un neuroscientifique, pionnier de l'entraînement visuel dans le sport, le docteur David Tinjuste. Je suis initialement un joueur de football. Donc, très jeune, j'ai commencé à me questionner sur les modèles d'entraînement. Et en étant passionné de biologie et d'anatomie, je ne comprenais pas pourquoi personne s'orientait vers l'organe le plus puissant du corps humain, qui est le cerveau, et surtout vers le sens, qui est le sens dominant, qui est la vision. Ouais, ça va? Good. Ça va bien? David a créé un entraînement spécifiquement adapté au cortex visuel. Donc là, on est à 11 semaines du combat. Donc on va recommencer tranquillement avec le test niveau 1.
Je vais juste te rappeler les principes. Sois bien concentré sur la stimulation au centre de l'écran. Donc l'image qui va te demander quel pied utiliser. Donc l'objectif, c'est toujours des temps en dessous de 200 millisecondes. Okay. Donc on va y aller tranquillement. Quand tu es prêt, vas-y. Ok, c'est bon. L'exercice demande une grande concentration. Oscar doit bouger les pieds à un moment précis en réaction à une stimulation visuelle. Il y a deux types de stimulation qui vont être présentées à l'athlète. Une première stimulation qui est centrale, ce qui va lui permettre de savoir quel pied il doit utiliser. Est-ce que c'est le pied droit ou le pied gauche pour réagir le plus vite possible. Mais il va devoir réagir le plus vite possible à une deuxième stimulation visuelle qui, elle, va être en périphérie. Une pratique régulière augmente les réflexes. Si la réaction de l'athlète est plus rapide, c'est parce que les circuits des cortex visuels et moteurs du cerveau sont renforcés. L'objectif est de réduire le temps de réponse au mouvement de l'adversaire. Et chaque milliseconde compte. Nos critères de performance ici sont des temps de réaction entre 100 et 200 millisecondes. C'est bien, garde ce rythme. Un individu normal, non entraîné, va se situer aux environs de 400 et 600 millisecondes. Et Oscar va être capable de nous donner des temps en dessous de 200 millisecondes. La plupart du temps, il va être sur la machine. Oh. Parfait. Résultat. T'en as fait 7 en dessous de 200 millisecondes. Et regarde, t'as même fait un temps qui est très, très rapide ici, 110 millisecondes. Donc ça, c'est vraiment bien. À droite, ici, tu as beaucoup d'anticipation. La vision peut être exercée comme un muscle. Un entraînement régulier donne un avantage incontestable aux athlètes de haut niveau. La majorité de mes clients viennent du hockey professionnel, donc la NHL, mais également le water polo, la boxe. J'ai beaucoup de clients boxeurs, beaucoup de clients dans le domaine des arts martiaux mixtes, donc le UFC. Appliqué à la boxe, les bénéfices de cette technologie sont multiples. Ça permet d'aller détecter s'il y a des zones du champ visuel dans lesquelles l'athlète est moins réactif. Parce qu'en boxe, il y a certains coups qui sont spécifiques. Donc, on parle du jab, crochet, uppercut. Donc, c'est des coups qui viennent dans des zones différentes du champ visuel. Dans 11 semaines, quand Oscar partira à Londres pour le plus grand combat de sa carrière, il sera prêt. C'est pour ça que j'aime utiliser cette nouvelle technologie. Elle me plaît parce que je remarque que mes sens sont de plus en plus aiguisés. Quand on monte sur le ring et qu'on entend la cloche, on a besoin de tous ses sens pour affronter son adversaire. Par de simples exercices, la vue peut être augmentée. Mais quelques privilégiés sont naturellement dotés d'une supervision sans faire le moindre effort. Concheta Antico fait partie des rares personnes à voir le monde différemment. Un monde éclatant de couleurs. J'ai une supervision. Je suis tétrachromate. Ça veut dire que je vois jusqu'à 99 millions de couleurs de plus que les gens qui ont une vision humaine normale. On observe généralement cette faculté chez les oiseaux, et les poissons et d'autres animaux. Mais je suis un tétrachromate humain. Je suis née avec une mutation génétique. Je suis donc une mutante. Une ex-woman. La vision de Concheta est surhumaine. Elle fascine le monde entier. Et chacun veut lui trouver un nom de super-héroïne. On m'a appelée la fille arc-en-ciel, entre autres. Les journalistes m'ont surnommée la femme à la vision arc-en-ciel
et la femme spectre. Oui, la femme spectre. Je n'arrive pas toujours à mettre des mots sur ce que je vois parce que je ne sais pas ce que vous voyez. Je peux à peine l'imaginer. Quand je demande aux gens, vous voyez la touche lilas ici ou le turquoise là-bas sur l'arbre? Et que tout ce qu'ils voient, c'est du brun ou du gris, je fais « Oula, si on regarde par là, les gens diront que c'est vert. » Alors que moi, en ce moment, c'est des millions de verts différents que je vois. Vraiment. Conchita a toujours su qu'elle voyait le monde différemment. Mais c'est depuis l'âge adulte qu'elle en connaît la raison. J'ai découvert que j'étais tétrachromate en partie parce qu'une de mes clientes m'a envoyé un article sur la tétrachromatie. Elle m'avait acheté un tableau et trouvait que ma façon d'utiliser la couleur était extraordinaire et presque holographique. Et elle m'a dit « Vous devriez lire ces articles ». Et là, ça fait tilt dans ma tête. Tout s'est éclairci et j'ai décidé de contacter des chercheurs. Vous êtes prête? Bon, le test commence maintenant. À l'Université de Californie, à Irvine, des scientifiques ont cherché une méthode pour tester la supervision supposée de Conchita. Kimberly Jameson, spécialiste de la perception des couleurs, avait besoin de preuves scientifiques pour valider l'hypothèse. J'ai rencontré Conchita Antico pour la première fois en 2014. Et au départ, j'étais un peu sceptique parce que je reçois souvent des appels téléphoniques de personnes qui croient avoir une vision spéciale et pensent être capables de voir des couleurs que les autres ne peuvent pas discerner. Mais j'ai fait des tests préliminaires pour évaluer sa perception des couleurs. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Je vois surtout du rouge. Le vert est tout au bout du tunnel. Après des tests génétiques, le docteur Jameson n'avait plus aucun doute. Conchita est bien tétrachromate. Cette aptitude a pour origine une mutation de certains gènes. Ce qui rend la tétrachromatie possible chez l'homme, c'est que contrairement à un observateur trichromate normal qui a 3 classes de photorécepteurs dans sa rétine, l'observateur tétrachromate a 4 classes de photorécepteurs dans sa rétine qui répondent distinctement à 4 longueurs d'onde différentes. Les 3 classes de photorécepteurs permettent de voir 1 million de couleurs. C'est le cas de la plupart des êtres humains. Mais grâce à la 4e classe de photorécepteurs, Conchita peut détecter jusqu'à 100 millions de couleurs. Vous allez les classer dans l'ordre, par teinte, de la gauche vers la droite. Pour évaluer la vision normale des couleurs, les sujets s'assoient devant une collection de capsules colorées et les trient afin d'obtenir un dégradé de couleurs continues. Généralement, ces tests sont conçus pour être assez difficiles. C'est parce qu'on essaie de détecter les points faibles dans la perception des couleurs d'une personne donnée. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Très rapide et l'ordre est parfait. En voilà un autre. Les instructions sont les mêmes. Je fais des tests avec le Dr Jameson depuis 7 ans maintenant. Ils sont très difficiles, mais c'est intéressant de savoir que je contribue à la compréhension de ce phénomène. J'arrête là. Je ne pourrais pas faire mieux avec cet éclairage. Pas mal du tout. Je n'aurais sans doute pas fait mieux. Généralement, c'est assez laborieux pour les gens de trouver la séquence. Mais Conchita le fait en un rien de temps. Et c'est généralement correct à 100%. Elle maîtrise donc clairement sa capacité à détecter les différences subtiles de ces tests. Imaginer l'univers visuel de Conchita est difficile, voire quasi impossible. Pourtant, sa vision sera peut-être un jour accessible à tous. On estime qu'entre 15 et 20% des femmes d'origine caucasienne possèdent le génotype potentiel de la tétrachromatie.
Il est probable que nous ne soyons pas encore au sommet de notre évolution parce qu'il est évident que nous sommes encore en cours d'évolution. Si dans la population quelques personnes expriment le gène de la rétine tétrachromate, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas un phénotype pour toute la population. Ce qui est génial avec la peinture, c'est que ça me permet de vous montrer sur ma toile ce que vous ne pouvez pas voir. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'une fois que vous commencez à le voir sur ma toile, vous commencez à discerner plus de choses. Après le cerveau, l'œil est l'organe le plus complexe du corps humain. Il est donc inévitable qu'il connaisse des dysfonctionnements. Certains ont pour origine un défaut génétique, d'autres un accident biologique, un traumatisme ou une maladie. Que se passe-t-il quand l'œil humain ne peut plus percevoir le moindre rayon de lumière? Comment le cerveau parvient-il à s'orienter dans le noir? Étudiant de première année à l'Université de Pennsylvanie, Carlos Garcia est aveugle de naissance. Sa vision du monde s'est construite à partir du toucher, de l'ouïe, du goût et de l'odorat. Aujourd'hui, il élargit son univers sensoriel en utilisant un appareil conçu pour que le cerveau développe une nouvelle faculté. Carlos voit sans le sens de la vue. Voilà donc le BrainPort. C'est une unité intégrée, un peu comme un casque d'écoute. La batterie est à l'arrière. Je vais donc le mettre. La caméra qui est juste ici s'ajuste de haut en bas. Et puis ça, c'est comme l'élément essentiel, le convertisseur. En gros, il prend l'entrée de la caméra et la projette en 2D sur la langue. Le BrainPort décompose l'image de la caméra en une grille de pixels qui communique avec des électrodes. La comparaison la plus juste serait une boisson gazeuse qui pétille sur la langue. Intensité, intensité. Réglage de l'image. Réglage de l'image. 1. C'est sans doute une fenêtre, d'après ce que je perçois. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a de grandes fenêtres. En gros, je distingue les côtés et ça me donne la forme des choses. Là, c'est un rectangle. Alors, en rassemblant les indices, on finit par trouver ce que c'est. Sir Colin Blakemore, professeur en neurosciences, est fasciné par la faculté du cerveau humain à construire une véritable image du monde environnant en utilisant les autres sens. Ce phénomène, appelé la substitution sensorielle, a été découvert il y a plusieurs dizaines d'années. Dans les années 1960, Paul Bach et Rita a eu l'idée apparemment folle que chez les personnes aveugles, on pouvait en quelque sorte mettre des informations visuelles sur la peau d'une personne et lui apprendre à utiliser la stimulation de la peau comme si elle regardait avec les yeux. Il a donc conçu une surface réceptrice avec des petits vibrateurs mécaniques qui étaient directement en contact avec la peau du dos. Et puis, il a relié tout ce réseau de vibrateurs à une caméra. Ce qui est incroyable, c'est que les gens ont rapidement appris à externaliser leurs impressions comme si elles étaient vraiment visuelles. On dirait vraiment qu'on est dans de la science-fiction, mais c'est faisable. On met le convertisseur dans la bouche, on le relie à une caméra et la personne peut voir où est la porte, le cadre de la porte, où sont les gens autour d'elle, tout ça en utilisant les informations données par la langue. Pour moi, c'est l'un des exemples les plus extraordinaires de la plasticité des parties sensorielles de notre cerveau. Aussi malléable que puisse être le cerveau, Carlos a eu besoin de temps pour s'adapter à cet étrange et nouveau stimulus sensoriel. Mais les impulsions appliquées sur sa langue ont fini par être interprétées comme des informations visuelles par le cerveau. On voit bien la bordure. C'est pour ça que j'ai tourné la tête de ce côté.
Cela me donne un autre niveau de perception. Avant, il fallait que je m'approche des choses pour savoir, par exemple, que... Ah oui, ça c'est un cercle. Il fallait que je touche l'objet pour avoir plus de détails. Mais maintenant, je peux m'en éloigner un peu et d'une certaine façon, le contempler. Avec la caméra, la ligne du trottoir devient apparente. C'est vraiment génial pour faire la distinction entre les différents chemins. Par exemple, cette bordure ici, c'est une ligne très droite, c'est très reconnaissable. Une fois qu'on sait à quoi ça ressemble, on en déduit tout de suite que c'est une bordure. On fait le lien, quoi. Allez, on y va. Il faut bien comprendre qu'une fois qu'on commence à utiliser des appareils physiques pour remplacer les organes sensoriels, on se libère des limites de la biologie. Même fonctionnelle, la vision humaine ne détecte qu'un infime morceau de la lumière terrestre. L'homme ne perçoit que la partie dite visible, qui va du violet au rouge. Tout le reste est invisible à nos yeux. Le scintillement électrique d'un paysage ultraviolet ou encore la lueur infrarouge d'une nuit noire. Mais être capable de voir dans l'obscurité peut aussi devenir une question de vie ou de mort. C'est le cas des pompiers. Pour combattre le feu, ils ne peuvent compter que sur leur vision naturelle et limitée. Ça veut dire j'écoute. Non plus, on arrive au premier étage, répondez. Message bien compris, vous arrivez au premier étage, réponds. Juste terminé. Quand un pompier rentre dans un bâtiment où il y a un feu, il faut vraiment s'imaginer qu'il ne voit strictement rien. Il y a vraiment une fumée qui est très dense, très forte, qui l'empêche à voir à plus que 15 cm de distance. On a même de la peine à voir ses propres mains. C'est un milieu qui est inconnu. Il doit pouvoir s'orienter, trouver des sorties, trouver des fenêtres, trouver l'origine du feu et trouver des victimes. Tous ces éléments dans un environnement qu'il ne connaît absolument pas. En Suisse, des jeunes entrepreneurs veulent donner aux pompiers le pouvoir de voir à travers la fumée. Nous avons toujours été fascinés par la possibilité d'afficher des informations directement dans le champ de vision de l'être humain. On s'est toujours posé la question, mais quels seraient les types d'informations qui seraient le plus utiles et dans quelles situations ? Il faut imaginer que les êtres humains voient uniquement dans le spectre visible. Toute la lumière qui est réfléchie par les objets qui est issue de lampes ou du soleil. Plus loin que la lumière visible, d'un côté vous avez l'ultraviolet et de l'autre côté vous avez l'infrarouge. L'infrarouge a cette capacité de traverser la fumée de par la longueur de la fréquence. Une fois la technologie au point, il a fallu équiper le casque sans gêner le pompier. On a décidé de poursuivre le développement pour arriver à un système complet qui puisse s'adapter au matériel du pompier. Donc on a ici une caméra thermique qui se clip sur le casque du pompier. Celle-ci va communiquer avec des lunettes. Et puis ces lunettes vont venir se fixer dans le masque du pompier et lui donner une vision thermique. Placer une image infrarouge directement dans le champ de vision des soldats du feu pourrait diminuer les risques d'accident lors d'une intervention. Il est temps de tester l'appareil en conditions réelles. La vision infrarouge augmentée est-elle efficace sur le terrain? Christian, pour information, j'ai envoyé un scénario sur la cuisine, réponds. Compris, répondez. Il y a un tout petit moment d'adaptation, mais très vite, les yeux s'habituent. Et puis on a cette vision d'ensemble qui nous permet de détecter une victime ou des sources de chaleur très rapidement. Si on éteint cette caméra, on ne voit rien du tout dans la pièce, même avec les lampes de poche.
Donc avec ça, on a vraiment une possibilité de se diriger très vite. Un jour, la technologie miniaturisée et portable permettra d'augmenter facilement la vision humaine, de voir l'invisible. Les pompiers, c'est la première application pour ce type de technologie. Peut-être dans le futur, ce qui est imaginable, c'est vraiment des lunettes, même pour tout le monde, qui leur permettraient de voir la nuit en affichant des informations de manière plus claire. La vision augmentée deviendra une seconde nature. Mais pour ceux qui sont totalement privés de la vue, existera-t-il un moyen de remplacer un organe abîmé par un œil bionique, un œil 100% artificiel? Des pionniers courageux font déjà les premiers pas dans l'inconnu. Chris Sanchez, ingénieur en informatique, est atteint du syndrome d'Usher, une maladie génétique rare qui entraîne une dégénérescence de la vision et de l'audition. Hé, papa, Oui? on regarde Star Trek? Oui, c'est une bonne idée. Chris a commencé à perdre la vue à l'adolescence. À 27 ans, il était complètement aveugle. Je n'ai jamais vu ma femme, ni mon fils. Je pense savoir à quoi elle ressemble, même si je suis aveugle. J'ai hâte de les voir. On dirait que Geordi est là. Le personnage de Geordi dans Star Trek a toujours symbolisé un espoir. Chris se dit qu'un jour, lui aussi, pourra voir grâce à la technologie bionique. Je suis un fan de Star Trek depuis que je suis petit. Je trouvais intéressant le personnage de Geordi. Il avait des lunettes et il était aveugle. Il voyait grâce à la bionique. Je me suis toujours demandé si je pourrais être comme lui un jour, si je pourrais moi aussi avoir des yeux bioniques. Le rêve de Chris est sur le point de devenir réalité. Il va tester une technologie pleine de promesses, l'implant rétinien, un œil artificiel fixé par opération chirurgicale. Pour sa pathologie, c'est à ce jour la seule chance de retrouver en partie la vue. Mon médecin m'a conseillé l'œil bionique. Quand on m'a demandé si j'étais prêt, j'ai dit oui. Peu importe ce que ça me coûtera. Je suis prêt à tout. Je veux le faire. Au début, vous allez voir des lumières. Et puis, petit à petit, on l'espère, vous devriez être en mesure de voir une ombre et puis de plus en plus de choses. Oui, tout à fait. Petit à petit? Oui. Pour moi, Christopher peut tout réussir. Pourtant, quand il m'a dit « Neda, je vais me battre pour retrouver la vue », j'ai répondu « Oui, vas-y ». Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que la technologie pouvait faire de telles choses. Les images montrent ce qu'on appelle le porte-électrode, qui est bien installé près du nerf optique. C'est comme si la vie nous faisait des promesses qu'elle ne tenait jamais. Voilà. Tu mets ta casquette? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est voir ma famille. Ma femme, mon fils et surtout ma grand-mère. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu ma grand-mère. Au Keck Medical Center de Los Angeles, Chris est prêt pour son opération. Il faudra 6 heures pour lui implanter une micropuce dans son œil. Fruit de 20 ans de recherche pour Second Sight, une société de biotechnologie en Californie, l'implant remplace la partie de l'œil humain la plus exposée au dysfonctionnement, la rétine. Pour plusieurs de nos patients qui n'ont pas vu de lumière depuis 10 ans, la surface de la rétine s'est atrophiée au point que les cellules photoréceptrices n'arrivent plus à traiter la lumière qui arrive dans la rétine. Second Sight a développé une solution pour remplacer ces cellules photoréceptrices endommagées par un équivalent électronique.
On implante une micropuce de 60 canaux, ou 60 électrodes. C'est donc une grille de 10 par 6 électrodes sur une très petite puce qu'on place à l'arrière de l'œil contre la rétine. Une caméra est fixée entre les verres des lunettes. Le flux vidéo est transmis à un processeur informatique qu'on porte au niveau de la hanche. L'image est ensuite traduite en signaux qui sont envoyés vers la micropuce à l'intérieur de l'œil. C'est donc une traduction vidéo en temps réel qui leur est proposée. Alors, Christopher, vous allez vous approcher doucement. Je vais vous aider. Le front bien en avant. Voilà. L'opération s'est bien passée. La rétine de Chris est désormais équipée d'une puce. On voit la macule ici, là où se situe l'implant Argus. Essayez de ne pas bouger les yeux. Demain, la puce sera activée pour la première fois. C'est très bien. Demain, le médecin activera mon œil bionique pour vérifier si je distingue de la lumière. J'espère que je vais voir quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais voir. Très bien. C'est un peu primitif dans la mesure où il n'y a que 60 électrodes, 60 points lumineux. Mais plusieurs de nos patients qui n'ont pas vu la lumière depuis 10 ans sont très excités à l'idée de revoir la lumière et, espérons-le, d'identifier à nouveau des objets. Comment tu te sens par rapport à demain? Eh bien, j'espère que je vous reconnaîtrai. Oui, moi aussi. J'espère que tu partiras pas en courant. Il m'a dit, Neda, je vais me battre pour retrouver la vue. Il a dit, tu sais quoi? Il y a une lumière au bout du tunnel. Il ne faut jamais abandonner. Le moment de vérité arrive. Chris et sa famille retournent au Keck Medical Center. L'implant rétinien va-t-il fonctionner? Ça, c'est la partie connectée à l'implant dans votre œil. Vous n'allez pas voir tout de suite. On essaye juste les lunettes. On va baisser la lumière. Les électrodes de l'implant sont d'abord testées l'une après l'autre. Elles sont censées transmettre des signaux électriques au nerf optique de Chris. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer chaque électrode. Vous allez me dire si vous voyez une lumière ou pas. La touche de gauche, c'est pour dire non, je ne vois rien, et celle de droite, oui, je vois quelque chose. D'accord? Vous êtes prêt, Chris? D'accord. Allez, on commence. Vous avez vu quelque chose? Non. D'accord. Encore une fois? Si vous n'êtes pas sûr, appuyez sur non. Oh, OK. J'étais sûr. Juste un petit peu. D'accord, c'est bien. Peu de temps après, le cerveau de Chris commence à interpréter les impulsions électriques comme des éclairs de lumière. OK, je vois. Voilà. Je me souviens que ça a d'abord fait comme un éclair, comme une étoile qui apparaissait devant mon œil. J'étais émerveillé. Le vrai test commence. Toutes les électrodes de l'implant sont maintenant activées. Chris doit reconnaître une forme très contrastée. Bon, alors je vais mettre ça devant vous sur la table. D'accord? Votre caméra est ici, Chris. Alors il faut la diriger vers... Voilà. Vous allez balayer l'espace de gauche à droite pour essayer de trouver l'objet. D'accord? OK, c'est parti. Il y a quelque chose là? Oui, c'est l'ordinateur. Pas ça. Ça. Voilà, juste ici. Oui, voilà, bravo. C'est un apprentissage? Oui, oui, exactement. Bon, super, on continue? Je peux y aller? OK. Juste devant moi. Voilà, oui. Vous vous débrouillez très bien jusque-là. OK. Je vois la forme.
Pour la première fois, Chris peut distinguer les contours de sa femme et de son fils. Est-ce que tu me vois, papa? Alors, ici, il y a une chemise. Pour être honnête, c'était assez effrayant pour moi au début. Mais maintenant que j'ai vu comment ça se passait, je sais que quelque chose va arriver. Parce que ça ne dépend pas seulement de la technologie, ça dépend aussi de lui. Et c'est un battant. Il n'abandonne jamais. Trois semaines après l'activation, Chris commence à distinguer les motifs dessinés par les petits carrés en noir et blanc. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le rétroviseur en haut à gauche. Il est assez brillant. Ici, je vois des rebords et des contours plus clairs. Et si je regarde plus loin, à droite, je vois d'autres contours. Ce sera intéressant de voir comment ça évolue pour Chris. En fait, c'est un peu primitif, dans la mesure où il n'y a que 60 électrodes, 60 points lumineux. Mais on aura plus d'électrodes et on aura un logiciel qui tirera le meilleur parti de ces électrodes. En théorie, on pourrait passer de 60 à 3600 électrodes. En attendant, ces 60 points de lumière ont ouvert à Chris les portes d'un tout nouveau monde. Bonjour grand-mère, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, grand-mère. Voir, c'est comme entrer dans un nouveau monde. Ça a vraiment changé ma vie. Je veux voir plus encore un jour, et ça arrivera. Il vous voit un petit peu. Ah bon? Il arrive à vous voir. C'est formidable. Je t'aime, Christopher. Je t'aime aussi, nous t'aimons tous. L'œil artificiel est le premier pas dans une nouvelle ère biotechnologique. Demain, la vision sera sûrement transmise à la vitesse du numérique et le cerveau s'adaptera sans difficulté. Le monde sensoriel va gagner de nouveaux horizons. Il traversera les continents en réseau quasi instantanément. Les aveugles se connecteront ainsi à un monde qui leur était inaccessible. Bonne nouvelle, on a enfin reçu nos lunettes Aira. Rachel, je commence par toi. Rusty, il y a ton nom sur les tiennes. C'est Noël en octobre. Tiens, Robert. Oh, elles te vont bien, Rachel. C'est la taille idéale, non? Oui, elles sont super. Je les adore. Où est la caméra? Je ne sens rien. Entre les yeux. Ces trois collègues testent un nouveau système de guidage révolutionnaire, l'ERA. Il permet aux utilisateurs d'être guidés en temps réel par des opérateurs situés à des milliers de kilomètres. Elle est minuscule, la caméra. En effet. Aira établit un lien entre une personne aveugle et un agent professionnel. Initialisation de Aira. Bonjour, Robert. Aira est maintenant activée. Les images de la caméra sont transmises à l'agent, qui peut alors décrire votre environnement visuel et vous aider dans vos tâches quotidiennes. Comment ERA partage-t-il nos sens en réseau? En combinant une technologie portative et une connexion Internet rapide. En 2014, les lunettes intelligentes, en particulier Google Glass, sont apparues. La connectivité Internet de la 4G était devenue suffisamment mature pour transmettre des données à haut débit. Parfois, les technologies doivent atteindre un certain niveau avant de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Cette technologie pourrait bien bouleverser le quotidien des personnes comme Robert Richardson, qui vivent dans un monde où la vision est tenue pour acquise. Je n'aime pas demander de l'aide aux gens. C'est pour ça qu'Aira sera vraiment utile pour moi. Je tiens à mon indépendance. Je ne veux pas devoir demander de l'aide. Je prends l'autobus pour aller travailler et il y en a 5 ou 6 différents. Je suis obligé de demander aux gens « Où est le bus 34 ? C'est 74, ça ?» Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? C'est quel bus, ça? C'est le 75 Gateway Mall. Le 75? C'est celui que vous cherchez? Non. Bonjour. C'est le 74?
Bon. Robert souffre de rétinite pigmentaire. Cette maladie détruit lentement les cellules de la rétine qui captent la lumière. Je voyais encore un peu jusqu'en 2006. J'avais une vision en tunnel. C'était comme si je regardais dans une paille. Maintenant, je ne vois plus rien. Merci. Bienvenue. C'est difficile de s'apitoyer sur son sort quand on travaille avec 20 aveugles. Je suis tout simplement retourné travailler. Hey, Rusty! Robert teste des logiciels pour Vispero. Cette entreprise conçoit des applications destinées aux utilisateurs aveugles et malvoyants. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble que c'est comme une famille. Comme Robert, la vue de Rusty Kelly a aussi rapidement décliné. Alors comment vas-tu utiliser ce truc, le IRA? J'ai toutes sortes d'usages. Penses-tu que c'est résistant à l'eau? J'en doute. Donc je ne peux pas sortir faire du jet ski. Ce serait plutôt cool. Tu devras peut-être signer une décharge de responsabilité. Excusez-moi, je voudrais faire du jet ski. Et si je veux faire du deltaplane? Oh oui, bien sûr, Robert. Ouais. Ils ne vont accepter aucune de mes propositions. Aidez-moi! Vers la porte. La porte, ma grande. Rachel Buchanan vit à des milliers de kilomètres de son travail. Elle sait d'expérience à quel point une aide adaptée transforme une vie. La première fois que j'ai eu un chien guide, j'ai tout de suite su, après seulement une promenade avec lui, que ma vie ne serait plus jamais la même. C'était une source d'indépendance complètement inédite. Majuscule verrouillée. Voix activée sur FaceTime, minimisée. Salut! Salut! Comment ça va, vous deux? Ça va bien. Comment ça se passe à l'école? Bien. J'ai perdu la vue quand j'avais environ 8 ans à cause d'une maladie rare qu'on appelle méningite séreuse. Je suis complètement aveugle de l'œil droit et je vois un peu du gauche. Je distingue les formes et les couleurs, mais pas les détails. Je vous appelle par vidéo demain, d'accord? OK. OK, je vous aime, les petits. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. J'ai hâte de pouvoir utiliser ERA. C'est un outil vraiment efficace, aussi efficace que des yeux. Appel en cours de l'agent IRA. Chacun va maintenant activer le dispositif et faire ses premiers pas avec ERA. Vous êtes en lien avec l'agent Amy. Début de la vidéo. Merci d'avoir appelé IRA. Je m'appelle Amy. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, Amy. Je m'appelle Rusty Kelly. C'est ma première connexion. Je dois sans doute suivre une formation. Bonjour, Rusty. Bienvenue chez ERA. Je suis là pour vous aider. On dirait qu'il y a une voiture garée sur la droite. L'équipe d'ERA peut être située à des milliers de kilomètres des utilisateurs. Elle connaît par GPS leur position exacte et visionne en temps réel les images de la caméra. Vous serez bientôt près de la camionnette? On avance toujours? À l'heure actuelle, mon plus grand problème, c'est que je dois demander l'assistance de quelqu'un pour aller quelque part. C'est vraiment frustrant. L'entrée est sur votre gauche. Oh, d'accord. Juste ici. Voilà. J'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Robert, Rachel et Rusty s'éloignent maintenant de leur environnement quotidien. Ils testent ERA dans un quartier qu'ils ne connaissent pas. Où sommes-nous maintenant? On dirait que vous passez le lac Crest et le parc du lac. Quand je suis en voiture, je demande toujours aux gens de me dire ce qu'on voit à l'extérieur. J'essaie de me représenter un centre commercial. On aime savoir ce qu'il y a autour de nous. On se sent moins isolé comme ça. Vous pouvez faire une pause ici? On dirait que le front de mer est à 5 mètres devant vous et qu'il est couvert de sable. Il doit y avoir environ 30 mètres de sable et puis... Pouvez-vous me guider vers la plage? Bien sûr, tournez à droite ici et continuez tout droit. Je vais dans la bonne direction? Oui, vous marchez sur le trottoir. ERA va avoir un immense impact sur ma vie, comme quand j'ai eu mon premier chien. Ça va être un grand bouleversement, parce que je sais que ça va nous ouvrir beaucoup de portes à ma famille et à moi, en tant que personne. Elle me disait qui passait dans la rue. Des familles, des chiens, des papas avec leurs filles. C'était fabuleux. Pour le moment, ça me plaît vraiment. Nous sommes donc déjà capables de partager nos informations sensorielles avec quelqu'un à travers le monde. Mais bientôt, l'intelligence artificielle sera intégrée dans cette technologie
et deviendra un nouveau partenaire disponible à tout moment. Pour le moment, Aira fonctionne uniquement grâce à des opérateurs. À l'avenir, nous aurons sûrement l'occasion d'utiliser plus d'intelligence artificielle qui pourra prendre en charge certaines tâches répétitives afin que nos agents puissent s'occuper de fonctions qui nécessitent plutôt des humains. La seule limite de ce pouvoir sera l'imagination de l'homme. C'est très motivant pour tous les gens qui travaillent chez Aira d'avoir des témoignages d'utilisateurs à qui on donne la possibilité de faire quelque chose de nouveau. L'un d'entre eux a fait le marathon de Boston avec les lunettes Aira et l'assistance d'un agent. Une autre personne est allée dans un bureau de vote pour la première fois en 80 ans. Quelqu'un a même utilisé Aira pour échapper à un ouragan. J'ai 1 ou 2 projets. Je restaure une vieille radio Zénith de 1949. Tu vas leur demander de l'aide? Oui, je vais leur demander de m'aider avec les codes de couleur et les branchements, bien sûr. Pour l'instant, je m'en tiens à des endroits que je connais parfaitement. Je n'irai pas explorer un secteur qui ne m'est pas familier. Je me limite. Je reste dans ma zone de confort. C'est mieux comme ça. Juste une question. Si je démarrais la voiture, vous me laisseriez retourner à Bay to Bay? Non. Malheureusement. Ah, d'accord. Ce serait bien si c'était facile et qu'on pouvait dire bien sûr. Oui. Un jour, j'ai demandé au chauffeur de bus s'il voulait bien me laisser conduire. Il ne m'a pas laissé non plus. Dans un futur proche, la vision sera plus limpide et lumineuse. Les capacités de l'œil et du cerveau dépasseront les limites naturelles de l'homme. L'avenir proposera de nouvelles solutions pour faciliter la vie quotidienne des personnes aveugles ou pour qu'ils retrouvent la vue. Technologie et humanité avanceront main dans la main. En un mot, demain, la vision sera... En un seul mot? Faut que je réfléchisse à ça. Augmenter. Adaptive. Une illumination. Un super pouvoir. Bioionique. Une vision normale.